Mon père a traîné ma fille de 4 ans par les cheveux à travers l'allée parce qu'elle bloquait la voiture de ma sœur. Puis il l'a jetée dans la poubelle. Les choses inutiles ont leur place à la décharge, a ri mon père. Elle n'a de toute façon aucun avenir. Ma mère a dit qu'il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. J'ai entendu ma fille hurler avant de voir ce qui se passait. Ce ton si particulier qui signifie une peur réelle, pas seulement de la frustration ou de la colère. J'ai couru depuis la cuisine où j'aidais ma mère à faire la vaisselle, j'ai traversé la maison et je suis sorti par la porte d'entrée. Mon père tenait Mia par les cheveux. Il agrippait littéralement ses longues boucles brunes dans son poing et la traînait sur l'allée de gravier. Ses petites mains se tendaient vers le haut, essayant de se libérer. Ses genoux s'écorchaient contre la surface rugueuse alors qu'elle tentait de suivre sa traction violente. « Papa, qu'est-ce que tu fais » ai-je crié, courant déjà vers eux. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a même pas ralenti. Il a juste continué à traîner ma fille de 4 ans à travers l'allée vers la grande poubelle sur le côté de la maison. Ma sœur, Brun, se tenait près de sa voiture, la portière conducteur ouverte, en train de regarder. Sans aider. Sans l'arrêter. Juste en regardant. Les bras croisés, comme si c'était en quelque sorte justifié. Elle était sur le chemin, m'a crié mon père en retour. Elle bloquait la voiture de Brun comme une idiote. Je lui ai dit de bouger et elle n'a pas écouté. Je les ai rejoints juste au moment où il soulevait Mia par les cheveux et l'arrière de sa chemise. Elle pleurait maintenant hystériquement, criant mon nom. Il l'a positionnée au-dessus de la poubelle ouverte et l'a laissée tomber à l'intérieur. Ma fille de 4 ans a atterri durement dans les ordures. J'ai entendu l'impact. Entendu ses sanglots terrifiés, vu son petit visage apparaître par-dessus le bord, essayant de sortir. Les choses inutiles ont leur place à la décharge, a dit mon père, en riant pour de vrai. Il s'est tourné vers Brun. Voilà. Problème résolu. Tu peux partir maintenant. J'étais figé pendant une demi-seconde, mon cerveau essayant de traiter ce dont je venais d'être témoin. Mon père, l'homme qui m'avait élevé, qui prétendait aimer ses petits-enfants, venait d'agresser ma fille et de la jeter aux ordures comme un déchet. Puis j'ai bougé. J'ai sorti Mia de la poubelle, la prenant dans mes bras. Elle tremblait, couverte de tous les détritus qui s'y trouvaient. Son cuir chevelu était rouge là où il avait tiré ses cheveux. Ses genoux étaient éraflés et saignaient d'avoir été traînés sur le gravier. Maman, a-t-elle sangloté dans mon cou. Papy m'a fait mal. Je voulais juste montrer mon dessin. À tante Brun. Je ne me suis pas mise sur le chemin exprès. Ma mère était sortie maintenant, ainsi que mon jeune frère Kyle. Ils se tenaient tous les deux sur le porche, observant la scène. Moi, tenant ma fille traumatisée, mon père se brossant les mains comme s'il venait de terminer une corvée, Brun montant dans sa voiture. Qu'est-ce qui s'est passé ? A demandé maman, regardant de l'un à l'autre. Ton mari vient d'agresser ta petite fille, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Il l'a traînée par les cheveux à travers l'allée et l'a jetée dans la poubelle. Elle bloquait la voiture, a dit papa d'un ton dédaigneux. Je lui ai dit 3 fois de bouger. Elle n'a pas écouté. Les enfants doivent apprendre qu'il y a des conséquences. Elle a 4 ans. Assez grande pour suivre des instructions simples. J'ai regardé ma mère, attendant qu'elle dise quelque chose. Pour défendre Mia. Pour exprimer son horreur face à ce que mon père venait de faire. Mais elle est restée là, avec cette expression pincée qu'elle prenait lorsque les conflits familiaux la mettaient mal à l'aise. Eh bien, elle n'aurait pas dû être sur le chemin, a finalement dit maman. Tu sais comment est ton père. Quand les gens n'écoutent pas, la déclaration est restée en suspens. Blâmer une victime de 4 ans pour avoir été agressée parce qu'elle aurait dû savoir
J'ai regardé Kyle, mon jeune frère avec qui je m'étais toujours bien entendu. Il a croisé mon regard puis a détourné les yeux, silencieux. Ne défendant pas Mia, mais n'étant pas non plus d'accord avec nos parents. Restant simplement neutre dans une situation où la neutralité signifiait choisir un camp. Brun faisait maintenant marche arrière pour sortir de l'allée, apparemment indifférente au fait qu'une petite enfant venait d'être violemment attaquée. Pour faciliter son départ. Elle n'a de toute façon aucun avenir, a dit mon père, presque comme une pensée après coup. Il retournait vers la maison comme si l'affaire était réglée. Les enfants comme elle ne deviennent jamais rien. Autant qu'elles apprennent tôt que le monde ne tourne pas autour d'elles. Les enfants comme elle. Ma fille métisse, dont le père était noir, et qui avait fait face à des préjugés subtils et moins subtils de la part de ma famille depuis sa naissance. Le sous-entendu n'était même plus un sous-entendu. C'était juste le texte, énoncé clairement pour que tout le monde l'entende. Mon père pensait que ma fille ne valait rien à cause de sa race. Et il venait de l'agresser physiquement. Pour le prouver. L'avis de Tabi, quand un membre de la famille agresse physiquement votre enfant, vous avez environ 5 secondes pour prendre une décision qui définira votre relation avec cette personne pour toujours. Et voici ce que vous devez savoir. Il n'y a aucune explication, aucun contexte, aucune histoire familiale qui puisse justifier qu'un adulte traîne un enfant de 4 ans par les cheveux et le jette dans une poubelle. Aucune. Ce n'est pas de la discipline qui a dérapé. Ou une éducation à l'ancienne. C'est une agression criminelle sur un enfant. Et quand d'autres membres de la famille restent là à trouver des excuses ou à se taire, ils sont complices. Chacun d'entre eux vient de vous montrer qui il est. Croyez-les. J'ai porté Mia jusqu'à ma voiture sans dire un mot de plus. Je l'ai mise dans son siège auto, je suis retourné à l'intérieur pour prendre nos sacs dans la chambre d'amis où nous passions le week-end. Ma mère m'a suivi. Où vas-tu? A-t-elle demandé. Nous n'avons pas fini la visite. Nous partons. Tous deux. Suite. Claire, ne sois pas dramatique. Ton père était frustré. Mia était difficile. Maman, il l'a traînée par les cheveux sur du gravier et l'a jetée dans une poubelle. Tout en la traitant d'inutile et en disant qu'elle n'avait pas d'avenir. Ce n'est pas de la frustration. C'est de la maltraitance. Tu exagères. Il ne lui a pas vraiment fait mal. Ses genoux saignent. Son cuir chevelu est rouge et a probablement des plaques chauves là où il a arraché ses cheveux. Elle est terrifiée et traumatisée. Comment peux-tu dire qu'il ne lui a pas vraiment fait mal? Les enfants sont résilients. Elle aura oublié ça. Dans quelques jours. J'ai regardé ma mère, cette femme qui m'avait élevé. Essayant de trouver un signe de la personne que je pensais qu'elle était. Mais tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui choisissait son mari plutôt que la sécurité de sa petite fille. Elle ne va pas oublier, ai-je dit doucement. Et moi non plus. J'ai attrapé nos sacs et me suis dirigé vers la porte. Mon père était maintenant dans la cuisine, se préparant un sandwich comme si de rien n'était. Tu t'enfuis? A-t-il crié. C'est ça que tu apprends à cette fille. Que quand les choses deviennent difficiles, on s'enfuit. Non, ai-je dit en me retournant pour lui faire face. Je lui apprends que quand les gens te font du mal, tu te retires de la situation. Je lui apprends qu'elle n'a pas à tolérer la maltraitance de qui que ce soit, même de la famille. Maltraitance? S'est-il moqué. Tu ne sais pas ce qu'est la vraie maltraitance. Je l'ai à peine touchée. Tu as traîné une enfant de 4 ans par les cheveux sur une allée de gravier et tu l'as jetée à la poubelle. Si un étranger avait fait ça à Mia, tu voudrais qu'il soit arrêté. Mais parce que c'est toi, je suis censé l'accepter? Je suis son grand-père. J'ai le droit de la discipliner. Tu
n'a aucun droit sur elle. Plus maintenant. Je suis sorti. J'ai chargé nos sacs dans la voiture pendant que Mia pleurait dans son siège auto. J'ai démarré le moteur et j'ai reculé pour sortir de l'allée sans jeter un regard en arrière. Vers la maison. Le trajet de retour a duré 2 heures. Mia a pleuré pendant les 40 premières minutes, puis est tombée dans un sommeil épuisé. J'ai passé ces 2 heures à alterner entre la rage et la planification. Parce que je ne partais pas. Seulement. Je documentais tout et je portais plainte. Je me suis arrêté dans un centre de soins d'urgence à environ 1 heure de chez mes parents. J'ai fait examiner Mia par un médecin qui a documenté les blessures. Les genoux éraflés et saignants, la rougeur et l'enflure sur son cuir chevelu houlé. Cheveux avaient été tirés, les ecchymoses sur le haut de son bras où mon père l'avait agrippé. Le médecin était tenu de signaler les soupçons de maltraitance d'enfant. Elle a demandé ce qui s'était passé et je lui ai dit la vérité, que mon père avait agressé ma fille. Elle a pris des notes, des photos et a dit que les services de protection de l'enfance seraient contactés. Je veux déposer une plainte à la police, lui ai-je dit. Pour agression sur mineur. Vous devrez vous rendre au poste de police pour cela, mais je peux vous fournir des copies de toute ma documentation pour étayer votre plainte. C'est ce qu'elle a fait. Elle m'a donné un dossier avec les rapports médicaux, les photos des blessures de Mia et son évaluation professionnelle selon laquelle les blessures correspondaient à l'agression que j'avais décrite. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai nettoyé les éraflures de Mia avec un antiseptique, mis des pansements sur ses genoux, je l'ai tenue dans mes bras. Pendant qu'elle pleurait et demandait pourquoi papy lui avait fait mal. J'ai essayé d'expliquer en termes appropriés pour une enfant de 4 ans que parfois les adultes font de mauvaises choses, que ce n'était pas de sa faute, qu'elle était en sécurité maintenant. Je l'ai mise au lito et je me suis assise dans le salon à passer des appels. D'abord, à une avocate. Une avocate en droit de la famille avec qui j'avais travaillé des années auparavant pour mettre à jour mon testament. J'ai expliqué ce qui s'était passé et j'ai demandé quelles étaient mes options légales. Vous pouvez absolument porter plainte pour agression sur mineur, a-t-elle confirmé. La documentation médicale soutiendra votre dossier. Je recommanderais également d'obtenir une ordonnance de protection pour empêcher tout contact entre votre fille et votre père. Peut-il la contester? Il peut essayer. Mais avec une agression documentée, un juge est susceptible de l'accorder, au moins temporairement jusqu'à une audience complète. Je la veux. Quels que soient les papiers à remplir, je veux que ce soit fait. Le deuxième appel a été au poste de police de la juridiction de mes parents. J'ai déposé une plainte par téléphone, en fournissant les détails de l'agression. Ils ont dit qu'un officier ferait un suivi dans les 48 heures et que je devais venir au poste pour fournir la documentation médicale. Le troisième appel a été pour mon ex-mari, le père de Mia. Brandon et moi avions divorcé quand Mia avait 2 ans. Mais nous partagions la garde efficacement et il était un bon père. Il méritait de savoir ce qui s'était passé. Il a fait quoi? La voix de Brandon est passée de normale à furieuse en 1 seconde. J'arrive tout de suite. Tu n'es pas obligé. Claire, quelqu'un a agressé ma fille. J'arrive. Il est arrivé 20 minutes plus tard. Je lui ai montré la documentation médicale, lui ai tout raconté, j'ai vu sa mâchoire se serrer en lisant les notes du médecin. Je veux aussi porter plainte, a-t-il dit. En tant que père, j'ai ce droit, n'est-ce pas? Je pense que oui. Nous devrions demander à l'avocate. Et je veux une ordonnance de protection. Ton père n'a pas le droit d'être près de Mia, jamais. Je m'en occupe déjà. Nous nous sommes assis dans mon salon, élaborant une stratégie comme si nous planifions une opération militaire. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Nous allions utiliser tous les outils légaux disponibles pour garantir
Que Mia soit protégée et que mon père subisse les conséquences de ses actes. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 21h ce soir-là. Des SMS de ma mère. De mon frère, même de Brun. Tous des variations du même message. J'exagérais. Papa était désolé, bien qu'il n'ait rien dit de tel. Je déchirais la famille. Pour rien. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le lendemain matin, j'ai appelé le poste de police et pris rendez-vous. J'ai apporté toute la documentation médicale. J'ai déposé une plainte formelle pour agression contre mon père, fournissant le rapport du médecin, les photos et ma déclaration sur ce dont j'avais été témoin. L'officier qui a pris la plainte était une femme dans la quarantaine qui avait vu de nombreux cas de violence familiale. Elle a écouté. Sans juger, a pris des notes détaillées et m'a assuré que la plainte serait examinée. Avec une documentation médicale aussi claire, il y a de solides arguments pour des poursuites, a-t-elle dit. L'agression sur mineur est prise très haut. Sérieux. Que se passe-t-il ensuite? Un enquêteur contactera votre père pour sa déposition. Sur la base de cela et de vos preuves, le procureur de la République décidera de poursuivre ou non. Compte tenu de l'âge de la victime et des blessures documentées, je dirais que c'est probable. Brandon a déposé sa propre plainte le même jour. 2 parents, rapportant la même agression, tous. 2 avec les mêmes preuves médicales. Cela crée un dossier plus solide que ceux que l'un de nous aurait pu faire seul. L'audience pour l'ordonnance de protection a été fixée à la semaine suivante. Mon avocate a déposé une requête d'urgence citant l'agression et la menace continue pour la sécurité de Mia. Mes parents ne l'ont pas bien pris. Papa a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'avais bloqué leurs numéros habituels. Il a laissé un message vocal à la fois en colère et menaçant. Tu fais une énorme erreur. Claire. Porteur plainte contre ton propre père. Impliquer des avocats. C'est une affaire de famille, pas une affaire judiciaire. Si tu vas jusqu'au bout, tu es morte pour moi. Morte pour toute cette famille. Pense à ce que tu fais. J'ai sauvegardé le message vocal. Je l'ai envoyé à mon avocate comme preuve de harcèlement et d'intimidation. Maman a essayé une approche différente. Elle s'est présentée chez moi sans y être invitée, exigeant de parler. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas laissée entrer. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu arrêtes cette folie. Des plaintes à la police. Des ordonnances de protection. Contre ton propre père. As-tu perdu la tête? Mon père a agressé ma fille. J'utilise le système judiciaire pour la protéger. Ce n'est pas de la folie, maman. C'est ce que les parents sont censés faire. C'est un vieil homme. Il a fait une erreur. Tu vas ruiner sa vie pour une seule erreur. Il a traîné une enfant de 4 ans par les cheveux et l'a jetée dans une poubelle. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Plusieurs choix, en fait. Chacun plus violent que le précédent. Mia va bien. C'est une enfant solide, elle s'en remettra. Elle fait des cauchemars toutes les nuits depuis que c'est arrivé. Elle sursaute dès que quelqu'un élève la voix. Elle m'a demandé hier si elle était un déchet parce que papy a dit que les choses inutiles ont leur place à la décharge. Est-ce que ça te semble aller bien? Ma mère a eu l'air mal à l'aise, mais n'a pas reculé. Les enfants disent des choses dramatiques. Elle en rajoute parce qu'elle voit que tu es bouleversé. Sors de ma propriété. Claire, j'ai dit, sors de ma propriété. Si tu ne pars pas tout de suite. J'appelle la police et je te fais l'expulser pour violation de propriété. Elle est partie. Mais pas avant de dire, tu vas le regretter. La famille, c'est tout, et tu jettes tout ça par-dessus bord pour rien. Pour rien. L'agression
De ma fille n'était rien. Son traumatisme n'était rien. Ses genoux en sang, ses cheveux arrachés et sa terreur n'étaient rien. C'est ce que ma mère croyait. Réellement. La vie de Tabi, voici ce qui se passe lorsque vous tenez les membres de votre famille responsable de la maltraitance de votre enfant. Ils vous diront que vous détruisez la famille. Ils diront que vous exagérez. Ils minimiseront la maltraitance et blâmeront la victime. Et voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Vous n'avez pas détruit la famille. C'est la personne qui a agressé un enfant qui a détruit la famille. Vous refusez simplement de prétendre que cela n'est pas arrivé. Et chaque membre de la famille qui vous met là pression pour que vous retiriez votre plainte ou que vous gardiez ça en famille vous dit qu'il accorde plus de valeur à son confort qu'à la sécurité de votre enfant. Écoutez ce qu'ils disent, puis protégez votre enfant quand même. L'audience pour l'ordonnance de protection a eu lieu un mercredi. Mon avocate a présenté les preuves médicales, le rapport de police, ma déclaration, la déclaration de Brandon et le message vocal menaçant que mon père avait laissé. L'avocat de mon père a tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire qui avait accidentellement dérapé, que mon père aimait sa petite fille et ne lui ferait jamais de mal intentionnellement. Le juge a regardé les photos des blessures de Mia, a lu le rapport du médecin, a écouté le message vocal où mon père m'avait menacé pour avoir porté plainte. Traîner un enfant de 4 ans par les cheveux et le jeter dans une poubelle n'est pas de la discipline, a déclaré le juge d'un ton sec. C'est une agression. Ordonnance de protection accordée. L'intimé ne doit avoir aucun contact avec l'enfant mineur, directement ou indirectement, jusqu'à ce qu'une audience complète puisse être programmée. Mon père a explosé. Il a commencé à crier sur le juge à propos de ses droits, du fait qu'il ne pouvait pas voir sa propre petite fille. Que c'était un abus de pouvoir du gouvernement. Son avocat a dû le retenir physiquement pendant que l'huissier le menaçait d'outrage à la cour. Nous sommes sortis de cette salle d'audience avec une ordonnance de protection temporaire. Mon père ne pouvait pas s'approcher à moins de 150 mètres de Mia, ne pouvait la contacter d'aucune manière, ne pouvait être présent à aucun endroit où elle se trouvait s'il savait qu'elle y serait. C'était temporaire, en attendant une audience complète dans 3 mois, mais c'était une protection. Une protection légale qui signifiait que s'il la violait, il serait arrêté. 2 semaines après l'agression, le bureau du procureur m'a contacté. Il engageait des poursuites pour coups et blessures sur mineurs, mise en danger d'enfants, et en raison de l'élément racial, de ses commentaires sur son absence d'avenir, du schéma de traitement qui pouvait être documenté, ils enquêtaient sur l'ajout de circonstances aggravantes de crimes de haine. Mon père a été arrêté, fiché, ses empreintes ont été prises, une photo d'identité judiciaire a été faite. Il a dû comparaître devant un juge qui a fixé une caution et programmé une audience préliminaire. La famille a perdu la tête. Kyle a appelé, me criant littéralement dessus au téléphone. Papa a été arrêté. Ils l'ont sorti de la maison menottée. Les voisins ont tout vu. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille? Je n'ai rien fait à cette famille. C'est papa qui a fait ça en agressant Mia. Ça fait des semaines. Elle va bien. Tu détruis la vie de papa pour quelque chose qui est déjà du passé. Ça fait 2 semaines. Mia ne va pas bien. Elle est en thérapie 2 fois par semaine pour essayer de surmonter le traumatisme d'avoir été attaquée par son grand-père. Et la vie de papa est affectée par les conséquences de ses propres actions. Tu pourrais retirer les charges. Leur dire que tu as exagéré. Ça n'a pas à aller plus loin. Je ne retire rien. Papa mérite de rendre des comptes. Tu es morte pour moi, a dit Kyle. Tu n'es plus ma sœur. Tu n'es qu'une personne vengeresse qui utilise son enfant pour faire du mal à papa.
Il a raccroché. J'ai bloqué son numéro et je suis passé à autre chose. Brun a envoyé un email. Long, décousu, plein d'accusations et de justifications. L'essentiel était que je déchirais la famille, que papa avait fait une erreur de jugement mais ne méritait pas de poursuite pénale, que Mia exagérait probablement ce qui s'était passé parce que les enfants font ça. J'ai transféré l'email à mon avocate sans répondre. Une preuve de plus de membres de la famille minimisant l'agression et tentant de me faire pression pour que je retire ma plainte. La famille élargie a pris parti. Tante, oncle, cousin, amis de la famille, tout le monde avait un avis. Certains m'ont soutenu, horrifié par ce que mon père avait fait. D'autres l'ont défendu, affirmant que la loyauté familiale signifiait ne pas impliquer le système judiciaire dans les affaires familiales. J'ai coupé les ponts avec tous ceux qui l'ont défendu. J'ai bloqué les numéros, les réseaux sociaux, et j'ai clairement indiqué que défendre quelqu'un qui avait agressé ma fille était rédhibitoire pour toute relation avec moi ou Mia. Les semaines précédant l'audience préliminaires ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Non pas à cause du stress juridique, mon avocate était confiante dans notre dossier. Mais à cause de la pression familiale incessante pour que tout disparaisse. Ma tante Sandra, la sœur de ma mère, s'est présentée à mon travail. Elle est entrée dans le cabinet dentaire où je travaillais comme hygiéniste et a fait une scène dans la salle d'attente. Tu dois retirer ces plaintes, a-t-elle dit à voix haute. Sans se soucier que les patients et les collègues puissent t'entendre. Ton père a fait une erreur. Ce n'est pas un criminel qui a sa place en prison. Il a commis un crime, ai-je dit doucement, consciente du public. Pourrions-nous, s'il te plaît, en discuter dehors? Je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas accepté de régler ce gâchis. J'ai dû la faire escorter dehors par la sécurité. Elle m'a appelé à plusieurs reprises pendant les 3 jours suivants. Jusqu'à ce que je bloque aussi son numéro. Mon cousin James, dont j'avais été proche en grandissant, m'a envoyé un long texto sur sa déception. Sur la façon dont la famille gère les choses en privé. Sur le fait que mon père s'était excusé ou ce qu'il n'avait pas fait, ni à moi ni à Mia, et qu'il méritait le pardon. Pardonnerais-tu à quelqu'un qui a traîné ta fille par les cheveux et l'a jetée à la poubelle? Ai-je répondu par texto. C'est différent quand c'est la famille, a-t-il répondu. Non, c'est pire. Quand c'est la famille. La famille est censée protéger les enfants, pas les agresser. Il a cessé de répondre, m'ajoutant à la liste croissante des membres de la famille qui avait choisi mon père plutôt que ma fille. La pression financière a commencé ensuite. Mes parents s'étaient portés garants pour mon prêt auto 3 ans plus tôt, lorsque ma situation financière se remettait du divorce. Maintenant, ma mère a appelé pour dire qu'ils exigeaient que je refinance à mon nom seul, sinon ils me forceraient à rendre la voiture. Vous ne pouvez pas faire ça, lui ai-je dit. Le contrat de prêt ne fonctionne pas comme ça. Ton père a parlé à un avocat. Il peut te rendre les choses très difficiles si tu ne retires pas les charges. Donc c'est du chantage. Maintenant? Retirer les charges ou perdre ma voiture? Ce n'est pas du chantage. Ce sont des conséquences. Tu veux traiter ton père comme un criminel. Très bien. Mais il n'a pas à continuer à t'aider financièrement. J'ai refinancé la voiture en 2 semaines, acceptant le taux d'intérêt plus élevé. Parce que je refusais de leur être redevable pour quoi que ce soit. J'ai coupé tous les liens financiers que j'avais avec mes parents, même si cela signifiait que mon budget devenait beaucoup plus serré. Cela en valait la peine pour ne pas avoir ce levier suspendu au-dessus de ma tête. Le travail est devenu compliqué. Aussi. Ma patronne, une amie de la famille de mes parents, a commencé à faire des commentaires sur la situation. Sur le fait que les affaires de famille devraient rester privées. Sur le fait qu'impliquer la police dans des désaccords
familiaux étaient extrêmes. Il a agressé une enfant, ai-je dit lors d'une conversation particulièrement tendue dans son bureau. Ce n'est pas un désaccord. C'est un crime. Ton père a une version différente des événements. Je suis sûr qu'il en a une. Mais ma version a une documentation médicale, des photos et l'évaluation professionnelle d'un médecin. Qu'est-ce que sa version a? Elle n'a pas pu répondre à cela. Mais l'atmosphère au travail a changé. Je n'ai pas été licencié, cela aurait été trop évident, mais mes heures ont été réduites. Mon horaire a été changé pour d'écarts moins désirables. J'ai été écarté pour une augmentation qui m'avait été pratiquement promise. J'ai commencé à chercher un nouvel emploi. J'en ai trouvé un en un mois dans un cabinet dentaire de l'autre côté de la ville. Meilleur salaire, sans liens familiaux. J'ai donné mon préavis de 2 semaines. Et j'ai vu ma patronne faire semblant d'être surprise que je parte. Brandon a dû faire face à sa propre pression familiale, bien que ses parents aient été solidement de notre côté. Sa sœur, cependant, l'a appelé plusieurs fois pour essayer de le convaincre que porter plainte était excessif. Ce n'est même pas ta fille à part entière, a dit sa sœur lors d'un appel que Brandon a mis sur haut-parleur pour que je puisse entendre. Elle est adoptée. Pourquoi t'impliques-tu autant dans les drames familiaux de Claire? Qu'est-ce que tu viens de dire? La voix de Brandon est devenue glaciale. Je veux juste dire que c'est entre Claire et ses parents. Tu n'as pas besoin de Mia et ma fille. Entièrement. Complètement. Et si jamais tu suggères le contraire à nouveau, tu ne feras plus partie de sa vie. Sa sœur a fait marche arrière, a prétendu avoir été mal comprise, mais le mal était fait. Brandon a limité les contacts avec elle après cela, faisant clairement savoir que quiconque n'acceptait pas pleinement Mia comme sa fille n'était pas le bienvenu dans leur vie. Les séances de thérapie de Mia ont révélé plus sur l'impact de l'agression que je ne l'avais compris au départ. Sa thérapeute, le docteur Patricia Chen, a expliqué que le traumatisme n'était pas seulement dû à la douleur physique. Elle a du mal avec le concept que quelqu'un qui prétendait l'aimer ait pu lui faire si mal, a dit le docteur Chen lors d'une de nos séances de suivi. Et elle est confuse quant à la raison pour laquelle d'autres membres de la famille le défendent. Dans son esprit, si papy avait tort, pourquoi tout le monde ne dit-il pas qu'il avait tort? Que dois-je lui dire? La vérité, en termes adaptés à son âge. Que parfois les adultes font des choix basés sur ce qui est confortable pour eux plutôt que sur ce qui est juste. Que le comportement de son grand-père était mal et que certaines personnes ne peuvent pas l'admettre parce que c'est trop inconfortable. J'ai essayé de l'expliquer à Mia un soir en la couchant. Elle avait fait un cauchemar où elle était dans la poubelle et s'était réveillée en pleurant. Maman, pourquoi mamie a dit que j'allais bien alors que je n'allais pas bien? A-t-elle demandé, sa voix toute petite. Parce que mamie ne voulait pas croire que papy avait fait quelque chose de mal. Parfois, quand on aime les gens, on ne veut pas voir les mauvaises choses qu'ils font. Mais toi, tu l'as vu. Tu savais que c'était mal. Parce que je t'aime plus que n'importe qui d'autre au monde. Et quand tu as mal, c'est la seule chose qui compte pour moi. Est-ce que mamie aime plus papy que moi? La question m'a brisé le cœur. Je ne sais pas, mon bébé. J'espère que non. Mais ses actions montrent qu'elle ne t'a pas mise en premier. Je suis contente que tu m'aies mise en premier, a dit Mia en se blottissant dans mes bras. Toujours. À chaque fois. Je te mettrai toujours en premier. Ces conversations au coucher sont devenues régulières. Mia traitant ce qui s'était passé, essayant de comprendre le comportement d'adulte qui n'avait aucun sens pour sa logique d'enfant. J'ai répondu à chaque question aussi honnêtement que possible tout en essayant de ne pas empoisonner entièrement sa vision du monde. L'audience préliminaire a mis tout cela en lumière.
Plusieurs membres de la famille y ont assisté, remplissant la galerie du tribunal. Je ne pouvais pas dire s'ils étaient là pour soutenir mon père ou pour assister à ce que je lui faisais subir. Ma mère était assise juste derrière la table de mon père. Brendan et Kyle l'encadraient. Tante Sandra était là, ainsi que deux des frères de mon père. Une démonstration de solidarité familiale pour l'accusé. De mon côté de la salle d'audience, il y avait Brandon, ses parents, mon amie Rachel qui avait été mon rock pendant le divorce et était restée un soutien constant, et Michelle, la femme de Timothy de la première histoire, qui avait conduit 3 heures pour être là malgré que son mari soit du côté de mon père. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Mon père avait le soutien de la famille. J'avais une famille de cœur et les gens qui appréciaient réellement le bien-être de ma fille. Pendant une suspension d'audience, ma mère s'est approchée de moi dans le couloir. « Il n'est pas trop tard », a-t-elle dit. « Tu pourrais parler au procureur. Lui dire que tu veux retirer les charges. On pourrait tous tourner la page. » Mia se réveille en hurlant 3 fois par semaine à cause de ce qu'il lui a fait. Nous ne tournons la page de rien du tout. C'est une enfant. Les enfants font des cauchemars pour toutes sortes de raisons. Ces cauchemars ont commencé la nuit où il l'a agressée. Ils sont à propos d'être dans la poubelle. De lui qui lui tire les cheveux. Elle n'invente rien, maman. Je ne dis pas qu'elle invente. Je dis qu'elle l'oubliera si tout le monde arrête d'en faire toute une histoire. Ou elle l'oubliera parce que nous prenons cela au sérieux, que nous lui obtenons de l'aide professionnelle, et que nous lui montrons que ce qui s'est passé était inacceptable. Cela semble plus sain que de prétendre que ce n'est pas arrivé. Tu déchires cette famille. Non, c'est papa qui a déchiré cette famille. Quand il a choisi d'agresser sa petite fille. Je refuse simplement d'aider à le couvrir. Le juge a trouvé des motifs probables lors de l'audience préliminaire. Voir mon père être formellement mis en accusation, l'entendre dire « non coupable » alors que nous savions tous qu'il était absolument coupable était surréaliste. Il m'a regardé une fois à travers la salle d'audience. Je ne pouvais pas lire son expression, de la colère peut-être, ou de l'incrédulité que sa propre fille lui fasse ça. Comme si j'étais le problème et non l'homme qui avait violemment attaqué une enfant de 4 ans. Je l'ai regardé. Droit dans les yeux sans ciller. Sans culpabilité. Sans doute. C'est lui qui avait brisé cette famille. C'est lui qui avait fait les choix qui ont mené à cette salle d'audience. C'est lui qui allait subir les conséquences. Et j'étais la mère qui s'était assurée que ces conséquences aient lieu. L'audience préliminaire de mon père a eu lieu 6 semaines après l'agression. Le juge a examiné les preuves et a trouvé des motifs probables pour procéder à un procès. Mon père a été formellement mis en accusation et a plaidé non coupable. Son avocat a tenté de faire réduire ou rejeter les charges, arguant qu'il n'y avait pas d'intention de blesser gravement, que c'était une mesure disciplinaire protégée par l'autorité parentale ou que les grands-parents n'ont pas, mais ils ont quand même essayé ou que les blessures étaient mineures. Le juge n'a pas mordu à l'hameçon. Le procès a été fixé à 4 mois plus tard. Pendant la phase de communication des preuves, l'avocat de mon père a tenté d'accéder au dossier de thérapie de Mia, prétendant qu'il montrerait qu'elle allait bien et que je la coachais pour qu'elle exagère. Mon avocate s'est battue farouchement et le juge a rejeté la demande. La thérapie de Mia était confidentielle et non pertinente pour déterminer si l'agression avait eu lieu. Le procès lui-même a été brutal. 3 jours de témoignages, de présentation de preuves, et l'avocat de mon père essayant de me dépeindre comme une ex-fille vengeresse utilisant son enfant pour punir son père pour des griefs passés. J'ai témoigné de ce que j'avais vu. Le médecin a témoigné des blessures de Mia. Brandon a témoigné du traumatisme continu de Mia. Mon avocate a présenté les photos médicales,
le rapport de police, le message vocal menaçant. Mon père a témoigné pour sa propre défense. Il a prétendu que Mia bloquait la voiture. Exprès, qu'il l'avait seulement déplacée, qu'elle exagérait les dommages pars. Que je le lui avais dit. Le procureur l'a détruit lors du contre-interrogatoire. Il a souligné qu'on ne déplace pas quelqu'un en le traînant par les cheveux. Que jeter un enfant dans une poubelle n'a aucun but disciplinaire. Que ça. Déclaration sur le fait qu'elle n'avait pas d'avenir révélait un préjugé et une intention d'humilier. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Ils ont déclaré mon père coupable de tous les chefs d'accusation, coups et blessures sur mineurs. Mise en danger d'enfant. L'aggravation pour crime de haine n'a pas tenu car il ne pouvait pas prouver au-delà de tout doute raisonnable que la race était là. Motivation principale, mais les condamnations seules étaient suffisantes. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. Le juge avait une marge de manœuvre, allant du sursis probatoire à plusieurs années de prison. Mon avocate et le procureur ont tous deux plaidé pour une peine de prison. Ce n'était pas un simple égarement. C'était une agression prolongée sur une petite enfant, suivie de menaces et d'intimidation envers les parents qui l'ont signalé. Le juge a condamné mon père à 18 mois de prison, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve. Il a également été condamné à suivre des cours de gestion de la colère et d'éducation parentale, bien qu'il ait fini d'élever des enfants, et l'ordonnance de protection a été rendue permanente jusqu'aux 18 ans de Mia. Mon père a été placé en détention immédiatement. Pas de libération sous caution en attendant l'appel. Car le juge le considérait comme une menace. Ma mère s'est effondrée dans la salle d'audience. Elle a dû être aidée par Brun et Kyle, qui pleuraient tous les deux en me lançant des regards de pure haine. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni tristesse, ni culpabilité. Juste la certitude que ma fille était plus en sécurité maintenant qu'elle ne l'avait été depuis des mois. L'avis de Tabi, quand des membres de la famille vont en prison pour avoir maltraité votre enfant, d'autres membres de la famille agiront comme si c'était vous qui les y aviez mis, comme si vous étiez responsable de leur incarcération. Mais voici la vérité. Ce n'est pas vous qui les avez mis en prison. Ce sont leurs actions qui les ont mis en prison. Vous avez simplement refusé de les couvrir. Et tous ces membres de la famille qui pleurent sur la façon dont vous avez détruit leur vie, ils sont en colère parce que vous avez perturbé leur capacité à prétendre que la maltraitance n'a pas eu lieu. Ils voulaient que vous protégiez la réputation de la famille plus que la sécurité de votre enfant. Vous avez fait le bon choix. N'en doutez jamais. Les retombées ont continué pendant des mois. Ma mère a essayé de maintenir une relation avec moi, voulant voir Mia, affirmant qu'elle n'avait rien à voir avec ce que papa avait fait. Je lui ai rappelé qu'elle était restée là à trouver des excuses pendant que ça se passait. Qu'elle m'avait dit que j'exagérais. Qu'elle s'était présentée chez moi en exigeant que je retire les charges. Qu'elle avait choisi mon père plutôt que de protéger sa petite fille à chaque fois que c'était important. Donc je ne pourrai plus jamais revoir Mia, a-t-elle demandé en pleurant. Pas tant que tu ne pourras pas reconnaître ce qui s'est réellement passé et arrêter de lui trouver des excuses. J'ai dit que ton père avait tort. Tu as dit qu'il avait fait une erreur. Ce n'est pas la même chose. Tu minimises encore cela comme un accident ou un mauvais jugement au lieu de reconnaître que c'était une agression délibérée. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu dises, mon mari a violemment agressé ta fille. Il l'a traînée par les cheveux, l'a jetée dans une poubelle et a dit qu'elle ne valait rien. C'était mal. J'aurais dû la protéger. J'aurais dû appeler la police moi-même. Je suis désolé de lui avoir fait défaut et je suis désolé d'avoir essayé de te dissuader de chercher la justice. Peux-tu dire ça? Elle ne le pouvait pas. Elle a essayé plusieurs fois mais a toujours ajouté des conditions. Il avait tort, mais elle bloquait la voiture. C'était grave, mais la famille devrait
Gérer les choses en privé. J'aurais dû en faire plus, mais tu n'avais pas besoin de porter plainte. Chaque « mais » effaçait les excuses qui le précédaient. Donc elle n'a pas vu Mia. Elle n'a pas pu faire partie de sa vie. Elle a perdu l'accès à sa petite fille parce qu'elle n'a pas pu donner la priorité à la sécurité de cette petite fille sur la réputation de son mari. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Kyle et Brun après la sentence. Ils ont complètement coupé les ponts avec moi, ont dit à la famille élargie que j'étais morte pour eux, ont refusé d'être dans un même lieu que moi. Très bien. Je n'avais pas besoin de relations avec des gens qui pensaient qu'un enfant méritait d'être agressé. Les membres de la famille élargie qui m'avaient soutenu sont restés dans nos vies. Mia a des relations avec plusieurs cousins. Au second degré, quelques tantes et oncles des deux côtés, des amis de la famille qui se sont manifestés quand les parents de sang ont échoué. Nous sommes construits une famille de cœur avec les personnes qui appréciaient réellement le bien-être de Mia. Qui ne trouvait pas d'excuses à la violence. Qui comprenait que protéger un enfant importait plus que de maintenir les apparences familiales. Mia a 7 ans maintenant, 3 ans après l'agression. Elle va toujours en thérapie, travaillant sur le traumatisme et les sentiments compliqués liés au rejet familial. Elle sait ce qui s'est passé. Nous avons été honnêtes avec elle de manière adaptée à son âge au fur et à mesure qu'elle grandissait. Elle sait que son grand-père lui a fait très mal et qu'il est en prison à cause de ça. Elle sait que certains membres de la famille l'ont choisi lui plutôt qu'elle. Elle sait que ses parents l'ont choisi, elle, toujours et complètement. Les cauchemars ont pour la plupart cessé. Elle ne sursaute plus aux voix élevées. Elle est confiante et forte et sait que sa valeur n'est pas déterminée par des gens qui ne peuvent pas l'apprécier. Mon père a été libéré de prison après avoir purgé 14 mois pour bonne conduite. Il est maintenant en probation, suivant soi-disant ses cours obligatoires, vivant avec ma mère dans la même maison où l'agression a eu lieu. L'ordonnance de protection reste en vigueur. Il ne peut pas contacter Mia avant ses 18 ans et même alors, seulement si elle y consent. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, je doute qu'elle veuille un jour le contacter. Il a tenté de me joindre plusieurs fois, par des lettres envoyées par des avocats, des messages transmis par des membres de la famille. Tous disant qu'il est désolé, qu'il a changé, qu'il veut se racheter. J'ai tout ignoré. Parce que, je suis désolé, ne signifie rien sans la reconnaissance de l'ampleur du préjudice. Et chaque message que j'ai reçu contenait un élément de justification ou de minimisation. Je suis désolé d'avoir fait du mal à Mia, mais je passais une mauvaise journée. Je suis désolé que les choses aient dégénéré, mais elle aurait dû bouger quand je le lui ai dit. Je suis désolé que cela ait détruit notre famille, mais tu aurais pu gérer ça sans impliquer la police. Pas une seule reconnaissance authentique et sans réserve de ce qu'il a fait. Pas une seule déclaration qui assume l'entière responsabilité sans rejeter la faute sur les circonstances, sur Mia, sur moi. Donc il reste bloqué. Il reste hors de nos vies. Il fait face aux conséquences de ses choix chaque jour pendant que nous vivons nos vies, libres de sa présence. Brandon a été un coparent incroyable à travers tout cela. Il s'est tenu à mes côtés à chaque audience, à chaque procédure judiciaire. Il a soutenu Mia pendant sa thérapie. Il a clairement fait savoir à sa propre famille que quiconque minimiserait ce qui s'est passé ou nous mettrait la pression pour nous réconcilier avec mon père serait coupé de sa vie. Ses parents, les autres grands-parents de Mia, ont été merveilleux. Ils ont comblé le vide laissé by ma famille avec un amour et une acceptation authentiques. Ils traitent Mia comme le trésor qu'elle est, ne la faisant jamais se sentir inférieure à cause de son identité métisse. Parfois, je repense à ce jour dans l'allée. Comment mon père a attrapé les cheveux de ma petite fille. Comment il l'a traînée sur le gravier pendant qu'elle hurlait.
Comment il l'a soulevée et l'a jetée dans une poubelle comme si elle était un déchet. Comment il a ri en le faisant. Comment il a dit qu'elle n'avait pas d'avenir. Comment ma mère a trouvé des excuses. Comment mes frères et sœurs sont restés silencieux. Et puis je pense à ce que j'ai fait ensuite. J'ai tout documenté. J'ai porté plainte à la police. J'ai pris des avocats. J'ai engagé des poursuites. J'ai cherché la justice par tous les canaux légaux disponibles. J'ai protégé ma fille avec toute la force du système judiciaire. Je me suis assuré que son agresseur subisse les conséquences. Je me suis assuré qu'elle sache que personne, pas même la famille, et surtout pas la famille, n'a le droit de lui faire du mal sans en rendre compte. Mes parents pensaient que j'allais juste l'accepter. Ils pensaient que la loyauté familiale signifiait couvrir la maltraitance. Ils pensaient que je donnerais la priorité au maintien des relations plutôt qu'à la protection de mon enfant. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. J'ai choisi ma fille. À chaque fois, de toutes les manières possibles, je l'ai choisie. Étage 3. An plus tard, avec Mia qui s'épanouit, le casier judiciaire de mon père permanent, et nos vies libérées des gens qui ne pouvaient pas l'apprécier, je sais que j'ai fait le bon choix. La famille voulait que je me taise. Que je minimise. Que je pardonne, oublie et passe à autre chose. Au lieu de cela, j'ai pris une avocate, j'ai tout documenté, j'ai porté plainte et j'ai regardé mon père aller en prison pour avoir agressé ma fille. C'est ce qu'il n'avait aucune idée que je ferais ensuite. Et je le referais sans une seconde d'hésitation. Ma fille vaut la peine qu'on se batte pour elle. Qu'on la protège. Qu'on la choisisse plutôt que quiconque la menace. Même, et surtout, quand cette menace vient de la famille. Mon père a traîné ma fille de 4 ans par les cheveux à travers l'allée. L'a jetée à la poubelle. L'a traitée d'inutile. A dit qu'elle n'avait pas d'avenir. Ce que j'ai fait ensuite, c'est m'assurer qu'il subisse toutes les conséquences légales possibles. Et je ne l'ai jamais regretté une seule seconde.